Ça roule. Ok. Bon, donc je m'appelle Jean-Julien Pousse. J'ai rencontré Quentin il y a très longtemps dans une école d'animation. Et pour ce projet, c'est le musée d'histoire de Séoul qui m'a contacté pour faire une série de 3 vidéos sur les missions de Choson au Japon. Et donc dans ces 3 vidéos, le projet principal et le plus grand en envergure et en challenge, c'était la deuxième œuvre qui s'appelle Voyage et rencontre de la délégation diplomatique. Enfin, je savais que ça serait un voyage parce qu'il y avait le thème du voyage, une grande traversée, donc depuis Hanyang qui est l'ancien Séoul jusqu'à Busan, ensuite traversée de la mer en s'arrêtant par des îles, puis en remontant, en traversant tout le Japon jusqu'à Edo, l'ancien Tokyo. Parce qu'on s'est inspiré en fait d'une dizaine peut-être, c'est ça Quentin ? À peu près, je sais pas, une vingtaine, je sais pas, en tout cas plusieurs tableaux. Chaque tableau fait 7 mètres ou 5 mètres, donc on dirait qu'il y a des milliers de tableaux. Et aussi, un des premiers tableaux qu'on a reçus, c'est des sortes de rouleaux avec une procession de gens très très longue, quoi, avec des centaines et des centaines de personnes. Et au tout début, je pensais aussi que le sujet principal, ça serait en gros des gens qui marchent tout le temps et qui n'auraient pas forcément de décor. Voilà, c'était un peu le flou. Le but des curateurs, c'était vraiment de montrer la quantité de gens, mais aussi la longueur du voyage, et qu'on comprenne bien que ce soit sur plusieurs milliers de kilomètres. Comment réussir à faire un film de 6 minutes avec une équipe réduite. Et du coup, assez vite, on a décidé de faire un effet miniature pour que et le design et l'animation soient relativement simples. Un mouvement de caméra linéaire, ça nous permettrait de travailler ensemble facilement. Dans une situation idéale où on aurait eu énormément de temps, on aurait eu 1 an par exemple pour faire le film ou 6 mois, on aurait pu ne pas réfléchir aux contraintes, pas autant en tout cas, de designer quelque chose autour des contraintes techniques, de voilà comment on se répartit le travail, qu'est-ce qu'on peut faire, combien de personnages maximum on peut faire, tout ça. Mais là je pense que le style du film il vient aussi en partie du fait qu'on a réfléchi dès le départ à comment séparer le travail et comment l'organiser, quoi. Ça donne un résultat qui est quand même intéressant, je trouve. Ouais, moi je pense aussi, et je pense que d'ailleurs ces contraintes ont fait que le film est encore plus intéressant parce qu'on regarde et on apprécie les paysages et les gens et les petits détails. Et ça va très bien aussi avec la référence principale qui était ces peintures sur des énormes rouleaux où on voyait vraiment un côté quantifiable de perso. Si on a choisi tout de suite de faire tout dans Blender, après un peu de recherche, on avait trouvé que les systèmes de crowd et les systèmes d'instance marchaient très très bien. Du coup, pour le côté plus technique, on s'est organisé pour pouvoir avoir tous les assets référencés en système de link, ce qui nous a permis de, à tout moment, changer tous les shots d'un coup, sans avoir à réouvrir toutes les scènes et à les changer. Et ça, c'était vraiment important et pour les bateaux et pour la procession, parce que jusqu'à la fin, on a vraiment updaté toutes les animes et tous les persos pour qu'ils soient le mieux possible, parce que il fallait que le film soit historiquement juste. Et donc pour ça, il fallait beaucoup de recherche. Et donc c'est Trick, donc en Corée, qui s'est occupé de la majorité des recherches. Les curateurs du musée d'histoire de Séoul nous ont aidé à faire une sélection, une sorte de shortlist, quoi, une sélection des peintures qu'il fallait évoquer, surtout les peintures les plus importantes. Mais même en regardant ces peintures, déjà il y en a certaines, donc, comme tu as mentionné, qui ont été faites par des Japonais, donc qui connaissent pas forcément très bien les costumes coréens, les choses comme ça. Donc par exemple on avait des exemples de bateaux, un peint par un coréen, un peint par un japonais. Même coréens entre eux, en fonction du style ou quoi, il y avait des éléments qui étaient différents. Il y a certaines peintures qui étaient peintes sans que le peintre ait vu le bateau. Je pense que quelqu'un lui a décrit le bateau, et ça c'était vraiment très cool à voir parce que tu voyais 3 fois le même bateau peint par 3 artistes. Le dernier, ça se voyait qu'il l'avait jamais vu et quelqu'un lui avait dit « Oh, il y a une tête de monstre devant !» Et du coup, il avait un peu peint ce qu'il voulait. Et c'est méga intéressant. Mais c'est pas génial pour nous choisir comment on va fabriquer un bateau en 3D, quoi. Ouais, rien que le premier plan, Busan, il y avait des maisons qui avaient été peintes. Elles étaient toutes pareilles, il y en avait des blanches et des bleues, je crois, ou grises, et en réalité, c'était pas la bonne forme.
Et ce genre de détails, c'est surtout grâce au travail de Trick, donc sur le côté historique, qui nous a permis, même par exemple la grande procession où il y a des centaines de personnes, nous on sait qu'on peut pas en faire autant, donc il faut en choisir 50, 100, je sais plus exactement combien ils en ont choisi, mais ils nous ont aidé à choisir tel morceau en nous disant ce morceau-là est suffisamment représentatif de l'entièreté de la procession. Et il y a eu un côté un peu délicat, comme une sorte de digestion à 2 étapes, c'était qu'en gros on avait les instructions du musée, plus ou moins avec les peintures, Trick qui a fait beaucoup de recherches, qui étaient des recherches des fois qui étaient des longs documents de beaucoup de pages, donc qui nous donnaient beaucoup de détails, mais il nous a fallu une sorte de deuxième étape de digestion, dans tous ces détails. Je me rappelle, tu as passé beaucoup de temps sur le palace par exemple, on a le palace sur toutes les coutures, de toutes les pièces et tout, mais nous, à quelle pièce correspond, quelle partie de la peinture, comment les gens se déplacent à l'intérieur, qui est qui, est-ce qu'on voit le shogun, finalement on le voit pas. Moi c'était comme toi peut-être une grande surprise parce que je pensais que toute la procession c'était pour rencontrer ce personnage quoi. Donc, au final, il y a quelque chose qui était important, c'est que nous, on est donc 2 Français, alors on vit à l'étranger, on a voyagé, on est intéressé par tout ce qui est culturel, mais concrètement, c'est pas notre culture native, et donc on voulait quand même être sûr déjà de pas faire de faux pas, mais aussi que ça soit représentatif. Le film est presque une version moderne de ces rouleaux de peinture. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que la cinématographie est comme ça, c'est que tu as vraiment cette notion de c'est ce qu'ils ont peint à l'époque, comment est-ce que des artistes modernes aujourd'hui interpréteraient ces peintures. Donc par exemple, je pense qu'il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est les chapeaux dans le palais. Oh my god. Oh my god. D'ailleurs, c'est bien que tu aies une partenaire coréenne et qu'elle nous a dit non, mais ça c'est parce que ces chapeaux-là, ils se pètent. Mais en gros, les chapeaux, on aurait dit des chapeaux complètement différents dans la peinture parce que c'était pas par des japonais, mais aussi c'est des chapeaux en crin de cheval. Et donc c'est très volatile, on va dire. Et donc si tu voyages 2000, 3000, voilà, je sais pas quel kilomètres avec ce chapeau-là, il y a de fortes chances qu'il arrive dans un mauvais état. Et donc, honnêtement, si tu connais pas ce chapeau-là, tu regardes la peinture et tu te dis c'est un chapeau avec une forme tout ondulée. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et donc ça aurait été complètement infaisable pour nous de juste deviner à quoi ressemblait le chapeau. Ceci étant dit, c'était incroyable d'avoir des peintures de 5 mètres de long sur peut-être 30 cm de haut, scanné à cette définition. Je me rappelle, on avait toutes les peintures en petite résolution, et quand on les a reçues en haute résolution, ça a vraiment ouvert les références. C'est passé de référence à genre ok, peut-être qu'on peut s'en servir comme inspiration à mais là il y a vraiment c'est presque un blueprint de ce qu'on va faire. On voyait et il faudrait mettre des petites images là, mais on voyait les détails des habits. Et donc ça se voit pas forcément dans le film, mais tous ces détails, on les a pris et on les a gardés tels quels. Parce que, par exemple, je parle toujours du palais, parce que je pense que c'était le plus... c'est celui où il fallait faire le plus attention, parce que c'est là où il y avait le plus de chances de faire des erreurs graves, politiquement, pas politiquement, mais socialement. Donc dans le palais, on a appris, par exemple, qu'il fallait que les gens dépictés soient exactement habillés correctement, vu que pas n'importe qui peut aller dans le palais du shogun, ce qui est absolument logique et c'est pas tout surprenant, mais par contre comprendre que chaque petit japonais, je dis petit japonais parce que c'est des petites figurines, sont habillés avec des habits spécifiques de leur famille et de leur rang. Ouais. Je pense qu'il nous a vachement aidé, c'est dès le départ aussi. Je me rappelle moi je suis arrivé à Séoul, il était super tard le soir. Et tout de suite j'ai rencontré donc les 2 curateurs en chef, Oh Jae-young et Lee Seul-chan. Moi je leur ai dit on va faire une version moderne des peintures traditionnelles. Et je pense qu'il y a eu une discussion aussi peut-être un peu ultérieure, mais où je leur ai précisé que parce qu'il y avait cette crainte de à quel point en fait déjà la répartition de rôles, c'est super que tout le monde ait accepté, enfin surtout Trick, de partager les rôles comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait que la partie pré-production et ils nous ont ensuite laissé totalement champ libre pour faire le film. Donc on s'est mis à faire l'animatique.
Et donc j'ai commencé, donc moi aussi comme je connaissais pas encore Blender, ça m'a permis d'organiser plutôt le workflow et de faire des tests un peu taille réelle. On voulait travailler de façon itérative, à savoir que la première passe serait un film très simple avec le mouvement de caméra, mais un blocking de tout ce qu'on voulait voir, et qu'ensuite petit à petit on remplace chaque élément avec une version plus sympa. Au final on n'a pas tellement réussi à s'y coller tant que ça, mais on a essayé. Et donc du coup on s'est partagé la quantité de travail en deux. On avait un coup de chance, c'est que la façon dont on avait découpé le film, 50% des shots c'était sur la mer ou sur l'eau, et 50% c'était sur la terre avec la parade. On voulait modéliser le minimum possible, mais la majorité des assets historiques. À la base, on a quand même fait beaucoup de recherches avant de décider comment on faisait le projet, pour savoir si on pourrait tout faire avec ce qui s'appelle du kit bashing, c'est-à-dire trouver... donc ça c'est un mot historique, c'est-à-dire que ça existe depuis toujours dans le cinéma. Quand il y a des maquettes, le kit bash, c'est tu vas dans un magasin de maquettes, t'achètes des trucs qui sont pas du tout pour ton film, mais tu te dis ah ben ça peut-être si je le colle avec ça va faire. Donc on s'est quand même dit bon on va trouver au moins un modeleur, peut-être deux. Mine de rien, faire un film comme ça de cette taille-là, une grosse problématique c'est l'organisation. Si t'as une grande équipe, tu passes beaucoup de temps à gérer l'équipe. Si tu as une petite équipe, tu passes beaucoup de temps à travailler. Et donc nous, très vite, on a fait le parti pris de plutôt se faire confiance et d'utiliser la majorité du temps pour faire des images ou faire quelque chose qui se verra à l'image, plutôt que de discuter et d'avoir des meetings et tout ça. Et donc il faut peut-être préciser qu'on n'a pas bossé, enfin on n'était pas physiquement ensemble, quoi. Même si c'est quand même assez répandu maintenant le télétravail, mais c'est jamais un plus, je pense, surtout quand il y a ce genre de délai. J'ai fait beaucoup de projets où ça s'est mal passé. Ah oui. Et où on a dû travailler comme des oufs et on a fini super tard, et ça je veux plus le faire. Donc c'est vrai que très vite quand on discutait, j'essayais moi de me mettre dans la tête, ok, si tout se passe mal et qu'il faut que je fasse tout seul, qu'est-ce que je me sens de faire? J'aurais pas du tout eu la tête que ça maintenant, mais j'aurais pu livrer une version un peu nulle du film tout seul. Et après, le fait que toi t'aies fait l'autre moitié, ça fait que c'était 2 fois mieux. Et après, le fait qu'on ait trouvé Flo, ça fait que tout le modeling était mieux. Et après, quand on a trouvé Anaïs, ça fait que et son modeling et son look dev, son shading et tout ça, ça a encore amélioré. Et évidemment, Ronan, n'en parlons pas, enfin parlons-en plus tard. Bonjour, je m'appelle Anaïs Ledoux. J'ai bossé sur le projet en tant que junior artiste 3D. J'ai principalement travaillé sur la partie Einoshima. J'ai fait de la modélisation de maisons. Je me suis occupée de faire aussi de la retopo pour les bateaux, des textures, du shading. Et sur la partie Einoshima, principalement mettre en place l'île, la végétation dessus, les maisons et habitations, l'animation des bateaux qui arrivent au port et des rochers également qui suivent la scène. C'était mon premier rôle en tant que généraliste 3D sur Blender. Donc j'ai appris énormément de choses sur le logiciel. J'ai appris l'animation sur Blender parce que j'avais jamais animé sur ce logiciel. Pareil pour les textures. C'était la première fois que je faisais du procédural et c'était ultra intéressant. Je me suis occupée de cette partie et c'était la partie d'Einoshima et c'était certainement la chose la plus cool que j'ai pu faire jusqu'à présent avec Blender. Le fait qu'on ait des plans très très longs, bon, c'est pas super pour le rendu, mais par contre ça fait qu'au niveau concentration, tu perds pas autant de temps à aller bosser dans la scène 1, après dans la scène 2, après dans la scène 350. Tu améliores un seul plan et tu fais que tout soit bien.
et à la fin tu le rends et c'est fini quoi. Peut-être Trick qui avait l'habitude de faire des projets avec des budgets d'envergure et moi qui faisais des choses beaucoup plus modestes, mais j'avais une relation peut-être avec les musées où ils me disaient bon c'est toi l'artiste entre guillemets et donc on te fait confiance à peu près, c'est-à-dire évidemment il y a un sujet, évidemment il y a un thème de l'exposition et on fait pas n'importe quoi, mais il y avait, en général il n'y a pas beaucoup de reviews. Là c'était très exceptionnel parce qu'avec le timing qui était particulier, il n'y en a eu aucune en fait. On a montré, quand on a montré le film c'était déjà la fin et le film était déjà terminé, donc c'était un petit peu délicat je pense aussi pour eux, mais en vrai on aurait pu montrer les films avant, je pense que ça aurait pas été un problème. Je pense que tout a été relativement similaire depuis le début. Oui. Le seul problème, c'est que la seule raison pour laquelle on l'a pas fait, c'était vraiment, on s'est dit quel est l'avantage de montrer quelque chose qui n'est pas fini, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques moments où, par exemple, les persos étaient complètement au mauvais endroit. Nous, c'est facile de se dire, plus tard ils seront au bon endroit, plus tard ils vont pas glisser. Mais l'expliquer à des gens qui sont pas, dont le métier c'est pas l'animation, c'est vraiment plus. S'il y a une confiance, autant montrer quelque chose de beaucoup plus final, ou en tout cas de montrer quelque chose au moment où tu sais que les feedbacks seront utiles. Donc par exemple, on n'a eu aucune hésitation à discuter donc encore une fois de la scène finale, leur montrer l'animation, leur dire voilà c'est ça qui va se passer. Est-ce que historiquement c'est juste ? Surprise, c'était faux. Donc on a corrigé tout ça. C'était faux, effectivement. Ouais. Toi, tu étais à la base plutôt parti pour faire un rendu dans Eevee temps réel, parce que pour les gens qui font pas de 3D ou d'animation, il faut savoir que des plans de 1000 frames, c'est pas ce qui se fait d'habitude en animation. La DOF, on était d'accord que ça marchait assez bien dans les deux, dans Cycles et dans Eevee. Par contre, moi j'ai trouvé que la quantité de travail à faire pour que ça ait un côté photographique, une maquette, c'était beaucoup plus dur, alors qu'avec Cycles, ça ressemblait très vite à une maquette à cause des rebonds, à cause de la lumière et tout ça. Parce que quand même on bossait en 4500 par 1200 pixels, ce qui est aussi énorme. Donc c'était beaucoup de frames, beaucoup d'images, très gros. Et donc au final, Eevee, comme c'est des grosses images, de toute façon, il mettait 3 secondes à commencer et 3 secondes à finir. Et donc après, d'accord, il rendait vite, mais ça faisait quand même 10 secondes de perdu juste pour sauver une image. Et donc au début, les tests que j'ai fait, on avait des trucs acceptables avec des frames, 30 secondes la frame. Ouais, et puis pour redire aussi, parce que 30 secondes, c'est peut-être pas très parlant pour ceux qui regardent, mais 30 secondes... donc par image fois, je sais pas, il y avait peut-être 10 000 images de rendu sur le film, à peu près, la longueur entre les. Parce que un des trucs qui est pas forcément le plus optimal possible, mais c'est comme ça, c'est que comme les scènes, c'est un plan séquence, mais qu'elles se overlappent un peu entre elles avec des transitions, du coup on calcule plus d'images que ce qui est visible, quoi. Donc on a peut-être calculé 10 000 ou plus. Et 10 000 images, on les rend jamais une seule fois parce qu'il y a plein de problèmes. On les rend 10 fois, 20 fois le plan, peut-être pas en entier, mais. En entier, mais ouais. Mais donc du coup, 10 000 fois 30 secondes, ça fait déjà beaucoup. Fois 4, on va dire, ça fait quand même beaucoup de jours de calcul. Mais au final, on s'est retrouvé à utiliser une farm sur internet. Pour le fun, mais je regardais le numéro qu'on avait sur chaque scène. On a quand même fait 15 versions par scène quasiment, peut-être pas partout, mais un des trucs vraiment super, c'était le fait qu'on puisse déplacer des persos, on les met dans la scène, et à chaque fois qu'on déplace un nouveau, t'as les vêtements aléatoires, mais qui sont pile dans les codes couleurs et les motifs. Ça, c'était un bon mélange de technique et de créatif. Donc d'abord, on avait un perso principal qui avait donc la possibilité de s'habiller en 10 habits coréens et 5 habits japonais. Donc on avait tout ça dans un seul perso. Ensuite, Ronan a animé des petits cycles pour chaque perso. On mettait ce qu'on appelle une particule ou un vertex. Et le système choisirait de façon aléatoire lequel des 15 petits japonais serait là. Une fois que tous les persos étaient là, j'ai passé 2 jours à regarder toutes les peintures et à matcher tous les habits, le code couleur. D'ailleurs, j'ai eu un coup de fil il y a pas longtemps, je sais pas si... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je crois pas qu'il y ait des gens du musée qui l'ont cru, mais il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah super les maquettes !»
ça doit être marrant de construire des maquettes et tout. Non, il y a, enfin voilà, quelques ordi et tout est virtuel, mais Quand on avait dit le design du film, je t'avais dit, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait l'impression qu'on ait fabriqué une grande table ouais, de 10 mètres de long ouais. et qu'on est en train de filmer. C'est cool que les gens aient dit ça. Mais il y a toujours ce gros problème, je pense, qui est inhérent à la 3D, qu'il n'y a pas trop dans les autres médiums artistiques, c'est que il y a tellement une énorme partie qui est de l'interpolation d'ordinateur, les shaders, l'anime, les trucs, qu'en fait il y a une chose inhérente, c'est que il n'y a pas de charme inhérent à la 3D. Et que de la mauvaise 3D, c'est juste très moche en fait. C'est pas comme de la mauvaise anime 2D où t'as quand même l'espèce d'esprit, quoi, le trait du crayon, donc même si tu sais pas dessiner, ça a un peu un charme. Et du coup, souvent t'es obligé de te battre de dire comment on fait pour pas que ça ressemble à de la 3D entre guillemets. Après, c'est assez marrant parce que maintenant, je trouve qu'il y a une espèce de nostalgie de la mauvaise 3D. Ouais. Et que c'est devenu c'est presque devenu charmant. Mais effectivement, nous, en tout cas culturellement, nous deux, Ouais. d'où on vient et combien de temps ça fait qu'on fait de la 3D, parce que nous, on a fait de la mauvaise 3D sans le faire exprès, je pense. Ça fait que nous, ça nous plaît pas du tout comme style. Tu sais, t'as choisi des textures volontairement comme un peu overscale, quoi, un peu avec une échelle un peu plus grande, comme si on avait fait des maquettes et presque avec pas un bump exagéré, mais je crois que c'est l'échelle qui fait ça. Ça donnait un peu ce côté tactile, même sur les peaux. Ouais, notre but, c'était que les gens dans la salle aient une vue en entier, en permanence, qu'ils soient à droite ou à gauche de l'écran. Et donc, on avait un peu décidé, alors les persos, ils devraient être à peu près grands comme ça sur l'écran. Quand j'ai commencé à faire les textures des persos, c'est vrai qu'au début, j'étais en gros plan sur eux. Et je faisais des petits trucs et j'étais genre, ah ouais, trop bien. Et après, j'ai rendu une image à la bonne échelle. Donc, le perso est passé, donc on va dire que le perso est grand comme ça. Il est passé à ça. Et j'ai fait genre, ah bah super, on voit rien du tout. Ouais. Je pense que la vraie raison pour laquelle tout ce qu'on a, ça ressemblait pas à de la 3D froide. Tout le layout a été fait à la main et les persos étaient modélisés tout de suite en disant bon bah là on va être plutôt low poly mais aussi un peu tordu et tout ça. Et ça donne quand même très vite de la personnalité plus que si on utilise des formes géométriques, quoi. Et quand j'avais appelé Ronan sur ces questions d'anime où il avait animé tout en taille normale, enfin c'est-à-dire où ses persos il faisait la taille de son écran. Mais en fait je lui disais ouais. Mais à la taille de la procession, le fait quand il marche et le mouvement tête et tout, c'est tellement subtil que on a l'impression qu'il flotte, quoi. Parce que je lui dis il faut exagérer et il m'a dit ah ouais c'est vrai que j'avais jamais travaillé avec une caméra qui montre le vrai recul au perso, et du coup je lui dis vas-y tu peux exagérer vraiment beaucoup plus. Nous je pense que c'est un des gros problèmes quand même, ou des difficultés de travailler dans ces conditions, c'est qu'on peut pas voir, même on l'a toujours pas vu pour de vrai, le film à la taille réelle. On travaille sur des écrans qui sont peut-être 4K au max, mais déjà 4K c'est inférieur à la résolution du film. Et on ne se rend pas compte à quelle taille on les voit, tout ça, enfin c'est délicat ça. Dès le départ, j'avais pensé faire appel à Kaip, qui est un compositeur coréen, que j'ai rencontré il y a longtemps sur un documentaire autoproduit autour des Hangout, qui est d'ailleurs exposé cette année à Paris et à Nantes. Il était représenté par une galerie à Paris aussi, super chouette. En fait, il a travaillé avec Brian Eno dans la musique électronique. Ouais, il a une approche vraiment sensible, vraiment intéressante, et il m'a dit j'étais vachement inspiré par les images, et quasiment au premier jet j'avais l'impression qu'il avait compris. En fait il m'a dit tout de suite ok, donc j'ai pris de la musique traditionnelle de Corée, celle qui joue pendant la procession et celle que jouaient les Japonais quand ils les ont accueillis. Donc il y avait déjà des thèmes un peu particuliers. Il avait aussi cette idée un peu comme un rêve. Il voyait ça aussi dans des films où en fait t'as d'abord la musique et l'ambiance de la foule, des bateaux, de tout ça, elle vient vraiment après. Et je lui ai dit non mais on n'entend pas assez les ambiances, remets-en un maximum pour qu'il y ait une sorte de présence et tout. Et en fait effectivement il avait raison, ça faisait un peu trop, donc il est revenu un petit peu en arrière sur ce qu'il avait fait. À l'époque il y a des peintres qui ont pris les outils de l'époque, donc un pinceau et du papier de riz pour dessiner ces choses. Nous on est des sortes d'artistes d'aujourd'hui, on a des ordinateurs et donc on réinterprète le même sujet que ces peintres mais avec les outils d'aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'il a fait avec la musique. Où même s'il a repris les thèmes, il les a composés avec des instruments de musique actuelle, enfin électronique et tout ça. Ce qui se passe toujours en animation et que les gens savent peut-être pas, c'est qu'on on essaye de travailler le plus possible et faire le minimum, travailler le plus possible sur ce qu'on voit dans la caméra et faire le minimum pour que quand on tourne la caméra, il n'y a rien du tout, parce qu'on veut pas perdre d'énergie. Par contre, par exemple, donc pour les bateaux ou pour le convoi,
Quand on voit le convoi que j'ai fait original, j'ai fait un rendu de 45 000 pixels sur 400 pixels, je crois. Ça, c'est quelque chose qui se verra pas dans le film, mais c'est que quand je l'ai rendu, je vous l'avais envoyé, je sais plus, peut-être 2 heures du matin. Et c'était genre, waouh, regardez, j'étais trop content parce que concrètement, c'était la première fois où on avait quelque chose qui matchait les écrits historiques, et donc on a ce rendu qui en fait est un peu pour le coup, c'est vraiment la version moderne de la référence, et ça je trouve que c'était vraiment quelque chose qui ça faisait plaisir quoi à voir, genre tu vois tout le travail au même endroit, et après dans le film tu vois 50% de ça, mais ça c'est autre chose quoi. Cool. Donc toi tu vas aller à Séoul la semaine prochaine. Ouais. Donc tu vas aller voir l'exposition. Ouais, pour de vrai. Ça va être bien ça. Bah, tu prendras des photos et des vidéos pour montrer. Ouais. Un CV ici dans le montage. Ouais. Voilà. Demander aux gens, t'en penses quoi? Ça je sais pas, mais ouais. Apparemment les réactions sont bonnes, ouais, heureusement. Ouais. Ok, cool. Bon bah je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de trucs. Je me rappelle toujours pas ce que je voulais dire sur l'Espagne, mais. Ouais, bah on est à 1h32, je pense que c'est bien. Pour 5 minutes de making-off ou je sais pas combien. Tout coupe. C'est bon. Ok, de la balle. J'arrête ma caméra. Attends, ça filme encore là? Ouais. Allez, j'arrête l'enregistrement aussi ici. Ok.